Alors, bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Christelle, Antonia. Bonjour. Bonjour. Et on va parler d'un chemin de vie différent pour ouvrir un peu vos esprits et voir que c'est possible d'être multipotentiel, que c'est possible d'avoir une vie différente et remplie de belles choses. Donc, je suis vraiment contente de t'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Christelle Antonia et comme tu l'as annoncé déjà, je suis quelqu'un de multipotentiel, donc c'est très difficile de me définir j'ai fait la paix avec moi-même aussi d'arrêter d'essayer de me définir. Si j'essayais de me définir en mettant des cases, mais du coup des cases qui sont très floues, tu vois, je me définirais plutôt comme une artiste touche à tout, inspiratrice, muse, passionnée de plein de choses. Et voilà, ça c'est, si tu veux, ma carte d'identité un petit peu. Après, de comment je l'exprime à l'heure actuelle. Donc, j'ai une formation de thérapeute ayurvédique. Je suis également formée dans le milieu du tantra. Et j'ai aussi un e-commerce, un e-shop tantrique pour les femmes, un petit e-commerce français. Donc voilà, et je suis youtubeuse. Ok, super. Donc, toi et moi, on s'est rencontrés sur un mastermind en ligne. Tu as mis un commentaire sur ma présentation dans le groupe Facebook et du coup, j'ai été voir ce que tu faisais et ça m'a beaucoup inspirée de voir une Française qui fait du tantra, qui est authentique, qui s'assume. Et donc, voilà, j'ai beaucoup aimé ta vibe et j'ai eu envie de t'interviewer aujourd'hui. Et je sais que tu sors ton livre. Comment Mhm, s'appelle ton oui, oui, oui. livre? Alors, mon livre s'appelle Guide de survie pour âme en quête de sens. C'est un livre avec 18 leçons d'épanouissement personnel pour les personnes multipotentielles, les personnes aussi qui se cherchent en fait dans leur vie. Alors, est-ce que tu peux parler un petit peu de ta quête de sens? Mhm. Depuis le plus jeune âge, alors c'était drôle parce que quand j'étais jeune, je rêvais de devenir prof de philo. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais cet appel-là, mais avec les années, en fait, j'ai fini par comprendre que c'était plus quelque chose de symbolique pour moi d'aller à la recherche de quelque chose, d'aller dans une forme de quête de Dieu seul sait quoi. Et ma vie, en fait, si on pouvait la résumer, elle se joue là-dedans, dans le fait d'être en quête de manière continuelle de quoi je ne sais pas moi-même, mais le but, c'est de chercher. C'est le chemin qui est le plus important, pas forcément le point d'arrivée. Donc, oui, depuis le plus jeune âge, et bon, forcément, après mes études, j'ai commencé à explorer énormément de choses, à juste suivre mes passions, mes appels. Et forcément, avec le temps, l'expérience, essayer de comprendre comment est-ce que on peut passer d'une vie où on est dans l'exploration, qui peut être assez décousue, à vraiment créer un sentiment aussi d'ancrage, comment dire, de vraiment créer des choses qui soient stables pour soi-même et tout ça. Et voilà, donc c'est un processus que j'expérimente depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et donc, qu'est-ce que tu as pu expérimenter dans ta quête, dans ce chemin? Euh, Comment, quoi? Raconte-nous un petit peu. Ouais, ouais, ouais. En fait, tout ça, ça a démarré parce que j'étais une intello, première de la classe, qui s'est lancée dans des études de philosophie. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que là où j'étais toujours dans un cocon où tout se passait bien, en fait, dans le milieu scolaire, et dès que je suis arrivée après le bac, en fait, c'était vraiment catastrophe sur catastrophe. Là, le karma, il m'a chopé direct. Et j'ai eu des bâtons dans les roues dans tout ce que je voulais faire. Mes études de philo, je me suis carrément fait virer de mes études de philo parce que j'étais pas d'accord en fait avec mes profs. Et donc, on m'a dit que j'aurais pas de carrière là-dedans, alors que moi, je m'étais construite là-dessus à fond. Après ça, j'ai fait des études de cinéma plus en me disant, what the fuck, allez, je vais me lancer dans le premier truc où peut-être j'aurais le droit à de la liberté d'expression vraiment. Et ça aussi, ça n'a pas marché. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée à ce truc de, ok, j'ai toujours voulu conformer, j'ai toujours voulu donner ce qu'on attendait de moi, j'ai toujours voulu montrer voilà, que je savais des choses que je savais faire. Et une fois que je me suis retrouvée toute seule à essayer de créer ma vie, j'étais confrontée au fait qu'on ne me recevait pas, on ne m'accueillait pas en fait. Et
ce truc-là, ces empêchements, ils m'ont obligée à aller chercher par moi-même, à aller créer par moi-même ma propre vie, si tu veux. Enfin, j'ai passé des entretiens d'embauche et tout ça, il n'y a jamais rien qui allait. J'étais vraiment dans une incompréhension très forte quand j'étais plus jeune de pourquoi, en fait, on ne me recevait pas. Et du coup, ben, j'ai commencé à essayer de me chercher, j'ai commencé à essayer de me construire par moi-même. Et du coup, je suis devenue entrepreneur à l'âge de 21 ans. C'est là où j'ai commencé, en fait, à être à mon compte. J'ai jamais été salariée. Et D'accord. j'ai créé énormément de projets, en fait. Euh, j'avais de la chance, j'avais beaucoup travaillé pendant mes études et tout ça. J'avais mon petit pécule de côté. Donc, voilà, je me suis arrangée comme j'ai pu. Enfin, voilà, on le sait tous, dès qu'on se lance un petit peu comme ça à la vingtaine, on fait un petit peu avec trois bouts de ficelle, on essaye de bricoler des choses. Et donc, je me suis dit, bon, bah voilà, je suis jeune, j'ai envie de m'épanouir, en fait. J'ai toujours été obsédée par cette idée de m'épanouir vraiment et de ne pas rentrer dans une case formatée de j'ai un CDI, j'ai une forme de sécurité, mais j'ai envie de mourir à l'intérieur. Enfin, ça a toujours été cette sorte de rage intérieure de j'ai envie de me sentir vraiment hyper alignée dans ce que je fais. Sauf que je savais pas qu'est-ce que c'était ce truc-là. Donc, je suis allée essayer plein de choses. J'étais, si tu veux que j'énumère un petit peu, mais j'étais dans le milieu de la musique, j'étais musicienne, chanteuse, dans plusieurs groupes. J'étais du coup dans le milieu du cinéma, j'ai été même dans le milieu bancaire à une époque. J'ai donné des cours de cuisine, j'ai animé des stages initiatiques de marche en montagne. Donc, j'ai marché quasiment 6 000 kilomètres avec un sac à dos pour accompagner des gens. Et j'ai saisi plein d'opportunités comme ça qui arrivaient sur ma route, en fait, en me disant, OK, là, j'ai un fuck yes qui est là. Bah, je vais le saisir, en fait. Je ne sais pas du tout où est-ce que ça va me mener, mais ma vingtaine, elle a vraiment été là pour essayer d'expérimenter énormément de choses, à dire oui à des appels de cœur, en fait, que ce soit créer un Mhm. documentaire, que ce soit aller partir en Inde, que ce soit plein de choses comme ça. Je me suis auto-expérimentée jusqu'à un âge, ben, ça j'en parle dans le livre en fait, de comment survivre à sa vingtaine parce que c'est pas évident, surtout si on se lance en dehors des sentiers battus, de réussir à se structurer, à se trouver parce que si tu veux, il y a un peu cette compréhension que soit tu choisis un chemin avec des cases tout fait, soit tu es une personne électron libre qui trouvera jamais sa place nulle part en fait. Et je crois depuis très longtemps et depuis le début qu'il y a un entre-deux mais que c'est une vraie volonté d'être une personne sans concession, d'être une personne qui va créer quelque chose de différent. Du coup, qu'est-ce qui t'a aidé pour te sentir plus ancrée et pour justement arriver à gérer tout ça? Bah, écoute, je dirais que ça a été, ma colère est un vrai moteur pour moi. Génial! Et J'adore la je pense colère. aussi que c'est pour ça que je me suis retrouvée sur le chemin du tantra très rapidement, c'est que ce vrai feu, en fait, cette vraie colère qui m'animait depuis le plus jeune âge, elle m'a toujours poussée à OK, maintenant on me dit que c'est pas possible, je veux essayer de le faire. C'est pas possible, je vais le faire. Et du coup, j'observais autour de moi ben, mes amis, des connaissances, et tout ça qui voilà, étaient un peu dans des chemins de traverse et tout ça. Et je me suis dit, moi, je veux faire les choses différemment, je veux y arriver, je veux y arriver, je veux y arriver. Donc, si tu veux, pour moi, ça a été, j'avais pas d'exemple, mais je me suis dit, je veux être mon propre exemple. Je veux créer ce truc-là pour moi et pour montrer que c'est possible. Parce que je ne crois pas au fait qu'on doive sacrifier quelque chose à aucun moment. Si tu veux, je fais partie de ces gens qu'on pense qu'on peut tout avoir à partir du moment où tu travailles pour ça et tu le crées volontairement, intentionnellement et surtout que tu as beaucoup de patience et beaucoup ouais, de dédication, tu vois, à ce que tu fais. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, euh, comment tu as fait face à toi-même quand tu te jugeais, par exemple, ah, je fais ci et maintenant je fais ça? Et est-ce que tu as trouvé un petit peu Ouais. une paix avec le fait d'être multipotentiel? Bah, en fait, c'est déjà le fait de prendre conscience de ses travers, si tu veux. Enfin, en tout cas, le comment tu es câblé différemment, ça, c'est hyper important. Enfin, moi, j'ai un peu toutes les casquettes. Je suis multipotentielle, je suis HP aussi, donc au potentiel. Je suis hypersensible. Donc, si tu veux, tous les cases de mouton noir de partout, je corresponds dedans partout. Donc, ça a été un vrai chemin dans ma vingtaine de me dire, OK, en fait, si je me sens pas bien, c'est
parce que je suis juste branchée différemment. Donc rien que le fait de le comprendre, ça m'a amené à beaucoup de paix intérieure, de le comprendre et de l'accepter. De toute façon, l'acceptation, c'est la base. Il y a un moment donné où, dans les enseignements que j'ai reçus, des enseignements bouddhistes, ce qui m'a fait énormément de bien, en fait, et ce qui m'a vraiment permis d'ouvrir beaucoup de portes, c'était juste de me dire qui je suis, ma personnalité, mes fonctionnements, tout est parfait, en fait. Ce que je ressens au plus profond de moi, c'est parfait. Il y a juste à moi de l'accepter, de commencer à faire du tri dans c'est quoi mes auto-jugements, c'est quoi les projections des autres, et c'est un vrai travail de grandir, en fait, et de commencer à s'assumer de l'intérieur. Et c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui se construit avec les années, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter et d'apprendre à se mettre à son propre service. Ça, je pense que c'est vraiment la clé du truc, c'est de devenir son propre serviteur, de dire, OK, je suis en présence d'une partie de divinité, cette partie de divinité, c'est moi. Comment est-ce que je peux réussir à créer le cadre pour que cette personne se kiffe sa vie, en fait, et puisse vraiment s'exprimer. Et oui, c'est un chemin qui est pas forcément facile, surtout au début, parce qu'on perd des gens, on reçoit des jugements, on est un peu dans beaucoup de sensibilité, en fait, des projections qu'on peut recevoir, et toutes ces émotions, elles sont belles et elles ont besoin d'être vues, d'être explorées, d'être, relaxées aussi. Mais c'est pour moi, et l'entrepreneuriat m'a beaucoup aidé là-dedans de m'affirmer, en fait, de me dire: «Bah, en fait, je suis pas bizarre, je suis pas cassée, je suis juste moi, et c'est juste que les standards de personnes comme moi sont pas assez nombreux, et en fait, plus on va être de personnes à s'affirmer, à montrer que ça, c'est possible, plus il y a de gens qui vont commencer, surtout dans les prochaines générations, hein, à plus du tout avoir ce genre de problème intérieur, en fait, de crise existentielle, parce que tout ça, c'est déjà OK, en fait, tu vois? Ouais, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis et c'est clair qu'on n'a pas énormément d'exemples, ouais, de personnes qui osent être elles-mêmes et qui entreprennent. Mais ces personnes-là, elles inspirent celles qui arrivent à être notre Ouais, c'est exemple, ça. quoi. Ça inspire énormément et ça montre que c'est possible et du coup, c'est beau d'être cet exemple. Mmh. Mmh. Et puis surtout, ce qui est important, je trouve, ce que j'ai vraiment compris dans mon chemin, c'est que tout le monde a le droit d'être lui-même, si tu veux. Enfin, les personnes qui se sentent vraiment bien avec un CDI, une vie routinière, et pour qui c'est sain et c'est OK, qui ont toujours eu envie de fonder une famille, enfin, c'est top pour elles, en fait. Et de sortir de ces jugements de il y a une voie d'être heureux, en fait. Mmh. Et comme de créer une entreprise, de faire des millions et tout ça, non, c'est pas obligé. Enfin, si c'est pas toi, et si, en fait, à tel niveau d'heures par semaine ou à tel niveau de revenu, bah, tu te sens bien, bah, reste là, en fait. Et tout le monde a le droit d'être vraiment pleinement lui-même. Et donc toi, dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te fait le sentir le mieux? Par exemple, le nombre d'heures Hem, de travail, enfin bah, pour dur. moi, ce qui est important, c'est que je me surcharge pas, tu vois? Je sais pas si tu connais un peu le human design, mais je suis projecteur, et donc du coup, j'ai besoin d'énormément de temps. Ouais. Beaucoup de temps. J'ai besoin de beaucoup de lenteur. En fait, voilà, j'ai un peu 2 pôles. Soit, je suis hyper lente, soit je suis wouh dans tous les sens, mais voilà, j'ai mes phases comme ça, donc j'ai besoin de créer l'espace, j'ai besoin de m'inspirer. Je sais que, voilà, dans ce processus artistique qui est le mien, j'ai besoin de m'inspirer, j'ai besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de rencontrer des expériences, j'ai besoin de toute cette tambouille, elle se fasse intérieurement, et puis je sais que j'ai aussi besoin de moments de petites morts symboliques aussi, et voilà, donc dans mon planning, ça a toujours été important de réussir à créer une structure dans laquelle c'est OK, en fait. Ce truc-là, il est OK, donc c'est comme ça que j'ai pris le temps de créer des revenus passifs avec les années, en fait, de faire, enfin voilà, dans le milieu comme ça du coaching en ligne, ben, j'ai créé, en fait, des structures qui me permettaient d'assurer mon bien-être. Donc ça, c'est des choses que j'ai fait. Donc oui, pour moi, c'est important de ne pas travailler, des tonnes d'heures, même s'il y a des moments où je suis à fond et j'ai envie d'y aller, mais je travaille vraiment par désir, en fait. C'est vraiment au centre de mon travail, c'est qu'est-ce qui, en moi, a besoin de s'exprimer? C'est pour ça que je te disais, je me vois plus comme une artiste, en fait. C'est qu'est-ce qui, a envie de naître, en fait, là, maintenant, tout de suite. Mmh. Et
Et le processus artistique, il n'est pas 35 heures par semaine, toutes les semaines, avec 5 semaines de congé, tu vois, c'est pas possible. Donc, il y a une forme de chaos dans lequel, eh ben, je me suis aussi structurée, tu vois. Enfin, j'ai mes entreprises, je sais ce dont elles ont besoin pour continuer à s'épanouir et je me suis créé des cadres, en fait, avec les années. Ça, j'avais beaucoup de mal au début, mais je les ai créés, en fait, au fur et à mesure pour me structurer, en fait, pour me donner une assise, pour me donner plus d'ancrage aussi. Et c'est un peu de l'essai-erreur, en fait, ces trucs-là, tu vois? Donc voilà, j'ai fait des fois des vidéos sur YouTube, à certains moments, je suis très active sur Insta, j'écris des newsletters, des choses comme ça, enfin, voilà. Ouais, Ça répond à ta question. ouais, ça répond à ma question et aussi, moi, je suis quelqu'un de hyper sensible et je pense que les femmes qui vont écouter ce podcast ou les hommes, aussi sont hypersensibles et elles ont envie de plein de choses et émotionnelles et besoin de temps pour soi, besoin de relaxation, besoin d'inspiration, comme tu dis. Et donc, quel genre de cadre ou de structure tu as réussi à mettre en place pour ça? Mmh. La première chose qui était très nécessaire pour moi, c'était de connaître et d'identifier les routines qui me font vraiment du bien. Mmh. C'est-à-dire, j'ai besoin de faire du journaling tous les soirs. C'est pas possible. Il faut que je pose mon esprit avant de me coucher. Sinon, voilà, la HP que je suis, ça ne s'arrête plus là-dedans. Donc, j'ai besoin de ça pour avoir un bon sommeil. J'ai besoin de méditer tous les jours. J'ai besoin d'être dans mon corps. J'ai besoin de voir la nature. C'est des choses, en fait, qui sont hyper nécessaires pour moi. Donc, ces choses-là, je les ai appris avec les années, en fait. Au début, je prenais pas du tout soin de moi jusqu'à mes 26, 27 ans. Je savais même pas ce que ça voulait dire prendre soin de soi. Voilà, j'étais un peu dans une sorte d'angoisse et de burn-out constant intérieur, mais je savais pas, en fait, comment me recharger. Enfin, je donnais, je donnais, je donnais, je savais pas comment récupérer de l'énergie. Donc ces choses-là, elles sont importantes à identifier. C'est pour ça aussi que je me suis formée à l'Ayurveda parce que du coup, j'ai appris en fait à avoir, des routines, une alimentation, une hygiène de vie, qui me correspond vraiment. Donc moi, je suis type feu en Ayurveda, donc je sais que voilà, si je mange d'une certaine manière aussi, émotionnellement, je me sens mieux. Si je fais tel genre de routine, émotionnellement, je me sens mieux. Donc en tant qu'hypersensible, c'est toujours très important d'essayer de faire attention à son système nerveux, à ses triggers, à une santé en fait émotionnelle, quotidienne. Et ça, c'est des choses qui s'apprennent. Donc il y a une vraie phase d'exploration de soi et on apprend toujours, hein, on apprend tous les ans et c'est cool, là, pendant une année, ben, voilà, j'étais un peu en mode, champagne, macarons et tout ça. Bon, bah, voilà, après j'ai senti, voilà, ça m'a un peu déséquilibré quand même. Donc on est rentré dans le droit chemin cette année et voilà, j'ai senti aussi que même juste en termes d'inspiration, en termes de choses beaucoup plus subtiles, en fait, ça se posait plus facilement. Si tu veux, je crois au fait de, rentrer suffisamment en intimité avec soi-même, d'où le tantra, en fait. Tellement d'intimité avec soi-même que tu apprends à te connaître, tu apprends à te vénérer, tu apprends à faire de l'espace vraiment pour toi et du coup, après, créer de la structure, c'est plus facile. Parce que tu es pas dans une lutte, en fait, contre toi-même de: «Ah, je veux me reposer, ah non, je vais être à balle». Non. Là, OK, je sens que ce truc-là, il est juste et quand autre chose sera juste, moi, des fois, je prends mon ordi, j'écris un article à 22h30 parce que c'est juste et c'est OK, en fait. Et des fois, j'ai une journée, je me dis: «Je vais bosser», bah, non, finalement, il y a rien qui se passe. Je vais faire un peu de paperasse ou même rien, en fait. Je vais juste, lire ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce truc d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se faire confiance, tout en essayant d'avoir une forme de feedback sur soi-même. OK, tu vois? Et c'est pour ça que le journaling pour moi, c'est top parce que du coup, à la fin d'un mois, je vais regarder un peu ce que j'ai noté sur mes journées et me dire: «Ah OK, il s'est passé ça et tout ce mois-ci, OK, c'est cool», donc voilà, c'est beaucoup, d'introspection, au quotidien. D'accord. Du coup, comment est-ce que tu as découvert le tantra et qu'est-ce qui t'a amené au tantra? Mmh. Alors bon, c'est une histoire qui est pas très drôle au début. C'est que, dans ma vie, je pense que c'est aussi, voilà, mon aura comme elle est, mais j'ai vraiment vécu le fait d'être une femme hyper objectivisée, je sais jamais le mot, depuis le très jeune âge, en fait. Objectif. Ouais. Enfin voilà, en tout cas d'être vue comme une femme objet depuis très jeune parce que, déjà au collège, très rapidement, j'ai grandi vite, j'ai eu ma poitrine, mes fesses, mes formes et tout ça et
j'ai subi énormément de harcèlement sexuel en fait dans ma jeunesse. Et voilà, j'étais vraiment un aimant à masculin hyper toxique pendant très 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 longtemps. Et j'ai grandi en fait ma sexualité de manière vraiment toxique en fait au début, dès les débuts pour moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment été confrontée en fait à l'énergie sexuelle dans ce qu'elle a de malsain ou de dark ou de vraiment pas du tout sublimé quoi. Et autant après, par la suite, je me suis retrouvée dans une relation longue et tout ça, autant à un moment donné, je me suis dit, non, ce truc-là, il y a besoin que ça change en fait, parce que je me sens pas bien face aux hommes, parce que je sens toujours une sorte de tension, une pression ou quelque chose. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de rentrer dans un vrai travail de guérison en fait par rapport à tout ça, parce que je me sentais pas libre. Je me sentais pas libre face aux autres femmes, je me sentais pas libre dans mon corps, je me sentais pas libre face aux hommes, je me sentais pas libre dans ma sexualité. J'étais vraiment verrouillée de partout sur voilà, toutes les projections que je recevais de toutes parts, de ce qu'on attend de moi, de ce qu'on attend de mon corps, de ne pas me sentir vraiment pleinement épanouie en fait. Et c'est venu un peu au fur et à mesure quand je me suis d'abord intéressée au cercle de femmes. Du coup, en 2015, j'ai commencé à aller dans des premiers cercles de femmes qu'il y avait en France. Et on a commencé à parler de ce genre de choses et je me suis rendu compte que ben voilà, toutes les filles qui étaient avec moi dans les cercles avaient vécu des abus, avaient vécu plein de choses en fait qui étaient très lourdes en fait sexuellement et je me suis dit c'est pas normal ce truc-là et j'ai commencé d'abord à m'intéresser au tantra dans les livres. Je commençais à lire des livres et je me sentais complètement perdue en fait. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc de se regarder dans les yeux et de rien dire. Enfin moi de là où je venais même juste de dire je t'aime pendant l'acte sexuel, ça me semblait être le bout du monde. Enfin, je veux dire, je me disais, mais non, enfin, c'est pas possible. J'étais dans un tel rejet de l'intimité que j'étais là, non, 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 ça va pas du tout. Est-ce que Et tu donc, peux ça a été un vrai. Oui. juste pour ceux qui ne connaissent pas le tantra, donner une petite définition rapide Pour moi, c'est l'art de sublimer, en fait, l'énergie vitale. Euh, c'est le fait d'utiliser cette pulsion de vie et de la conscientiser, de la transformer et d'en faire, en fait, une force qui va venir te, te nourrir en fait. Pour moi, c'est de l'autorégénération en fait, le tantra. C'est vraiment ce rapport à l'énergie de vie, à la pulsation de vie en soi et à l'extérieur de soi. Donc voilà. Et c'est une pratique qui est certes très spirituelle, mais qui se vit aussi personnellement dans cette réalité, dans ce plan physique, dans l'intimité, que ce soit vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Et donc, oui, il y a une dimension sexuelle qui est là. Et j'ai souvent des remarques comme ça sur YouTube de gens qui me disent, mais t'as rien compris au tantra, le sexe, c'est pas le tantra. Oui, je comprends, mais regarde aussi comment tu rentres en intimité avec toi-même, avec les autres. Et regarde qu'est-ce que tu fais de ton énergie sexuelle, en fait, dans ces moments-là. Plutôt que, je crois qu'il y a toujours, en fait, ce couvercle de tabou autour de la sexualité, et surtout dans le milieu spirituel en France, un peu de cette chasse à la sorcière, de dire, bon, bah voilà, on va juste être là-haut, et puis ce qui se passe là en bas, c'est sale, c'est pas pur, ça nous intéresse pas, quoi. Donc, euh, ce travail-là, j'ai dû le faire pour moi-même, hein. Je me suis rendu compte que j'étais pleine de honte, pleine de culpabilité, pleine d'auto-empêchement vis-à-vis de ça, pleine de «Ouah, mais qu'est-ce que je vais faire si je m'affirme en tant que femme sensuelle?» et tout ça, enfin et ouais, ça a été un sacré chemin que j'ai commencé. Puis voilà, j'ai reçu des initiations en fait de plein de manières. Je suis pas passée par des formations classiques, si tu veux. C'est plus la vie qui m'a clairement initiée à tout ça, que ce soit avec des partenaires qui étaient en fait déjà dans le tantra, qui sont arrivés comme ça sur ma route, qui m'ont ouvert vraiment à waouh, en fait, certaines choses. J'ai aussi, bah, ça j'en parle dans le livre, reçu une initiation d'un moine bouddhiste avec qui j'ai fait l'amour à distance. Voilà, et j'ai découvert aussi des choses beaucoup plus subtiles en fait dans l'art de relationner. Et je peux vraiment dire que c'est quelque chose qui m'a changé en fait, vraiment profondément, dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport aux gens, dans mon rapport aussi à la société, au féminin, au masculin. Le tantra, c'est huge, c'est vraiment huge de fou quoi. C'est pas juste l'art d'avoir des orgasmes, c'est genre ça va tellement plus loin. Ouais, c'est vraiment une philosophie de vie en fait. Comme toi, tu Mhm. voulais être prof de philo, bah, tu as trouvé un peu ta voie avec le tantra parce que c'est une Ça. philosophie de vie tellement
qui expand, qui Mmh. qui nous fait grandir et qui nous fait découvrir tellement de parties de nous, qui étaient enfuies, en fait. On a le droit de les exprimer, de les célébrer. Ouais, donc moi aussi, je suis très, très fan de tantra, ça m'a énormément libérée. Et Ouais, donc ouais, tu ouais. disais que, ça t'a aidé à être plus dans l'intimité que avant tu étais vraiment Oui. anti-intimité, tu y arrivais pas, c'était Bah, en trop dur fait, on pour s'en toi? rend pas compte, tu vois? Si tu veux, on s'en rend pas compte et des fois, je lis des trucs sur le masculin toxique et je me reconnais totalement il y a quelques années. Enfin, je veux dire, je pense que ça dépend dans quel cadre, en fait, on a grandi, tu vois? Moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle on se tenait jamais dans les bras, on se disait jamais comment ça va, donc pour moi, l'intimité, c'était quelque chose qui n'existait pas, en fait, depuis, le jeune âge. J'ai vraiment été élevée un peu comme un garçon, quoi et en tout cas dans ma mentalité. Et avec aussi cette hypersensibilité qui était latente, mais que je n'ai pas enfin, je me suis pas rendu compte avant bien 24-25 ans que j'étais hypersensible, mais je repoussais tout ce que je ressentais donc et c'est le cas de toutes les personnes qui ont un problème avec l'intimité, c'est elles se rejettent elles-mêmes, hein, clairement et tu rejettes tes émotions, tu rejettes ce que tu ressens et du coup, moi, j'étais vraiment dans cette quête de, comment vivre mes relations avec les autres en étant sûre de toujours avoir du contrôle, en fait, de toujours, de tout faire pour pas souffrir parce que je pense que part de moi savait qu'il y avait cette sensibilité-là et j'avais pas envie de pleurer, j'avais pas envie de montrer ma vulnérabilité, et mmh et oui, de rentrer dans le tantra, ça m'a ouvert à et ben, ouais, mais va falloir se regarder dans sa vulnérabilité, en fait, genre, c'est normal ce truc-là et c'est normal d'arrêter de se rejeter soi-même, enfin, et je me suis rendu compte qu'on peut pas se sentir vraiment bien et épanoui sans rentrer dans l'intimité et l'intimité, elle vient faire remonter à la surface, ouais, de la vulnérabilité, des blessures, des choses comme ça, mais le chemin que j'ai fait, enfin même vis-à-vis de moi-même, mais avec mes partenaires aussi que j'ai eu avec les années, la différence, elle a été monstrueuse dans la qualité des relations, de pouvoir oser être vraiment pleinement soi-même, de pouvoir oser, créer un cadre sécurisant pour soi, pour l'autre aussi, de le recevoir comme ça et voilà, les relations, à 2, elles sont, surtout quand c'est des relations de partenaires et ben, c'est, ouais, l'intimité, elle est vraiment au centre et c'est une belle chose, en fait. Maintenant, je le comprends avec, je l'ai compris avec les années, hein, de célébrer l'intimité, de célébrer la sécurité, en fait, avec, son partenaire, et c'est des choses qui se travaillent. Mais c'est les femmes sont concernées, les hommes aussi sont concernés, ça dépend vraiment de notre acceptation à se faire briser le cœur, je pense. Mmh. Et donc qu'est-ce que tu veux dire par là, se faire briser le cœur? Qu'est-ce que ça t'a C'est-à-dire, amené? Qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir ton cœur brisé? alors j'ai eu mon cœur brisé de plein de manières et en fait, c'est là où ça renvoie à tout dans la vie, tu vois? Comme un projet dans lequel tu as vachement cru et qui ne marche pas, comme, une relation amicale, où il se passe quelque chose et boum, il y a une grosse déception, il y a quelque chose, tu peux pas revenir en arrière. C'est ce truc de s'engager et de s'investir pleinement dans quelque chose qui fait vibrer ton cœur et accepter que tout ce qui a un commencement a une fin, que, tout change toujours, que les gens changent aussi, que toi tu peux changer, que l'autre peut changer, que les conditions, le contexte, il peut changer et que c'est comme ça en fait et que c'est OK et que c'est beau et que, quand tu as été dans la célébration, dans le plaisir, comme quand tu as le cœur brisé, tu pleures ou tu es déçu et quelque chose vient de se finir, tout ça est totalement OK et essayer de fuir la déception, essayer de fuir, hem, les déceptions comme ça, c'est juste une manière d'essayer de fuir la vie, vraiment, et ça, le tantra pour moi et puis même mon chemin de vie de manière générale m'a forcé à: «OK, là mon petit cœur il est en miettes, comment est-ce que je peux me relever et me dire: "En fait, j'ai envie de retomber amoureuse de la vie encore et encore et encore"» et c'est OK en fait et d'arrêter aussi d'être dans un truc de mélodramatique, de, «Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive?» nin nin et juste de se dire, «OK, je vais laisser la vie me donner la force aussi autant de vulnérabilité que j'ai de force, de, avoir ma sensibilité et de me relever et de prendre le temps à chaque fois qu'il faut pour me relever, mais de re-rentrer en contact avec, mon existence, avec ma passion, avec mon feu intérieur et je crois, en tout cas, je l'ai observé,
cette chose-là autour de, enfin voilà, des gens de mon âge, surtout plus âgés en fait, qu'à un moment donné, il y a eu une déception, il y a un truc qui se sont fermés, ils se sont éteints. Et puis du coup, l'énergie de vie, elle circule plus en fait. Parce qu'il y a cette vie qui est créée pour essayer d'éviter la souffrance. Mm. La souffrance, elle n'est pas nécessaire, mais elle existe. Et il y a des moments où on va être dedans et il faut pas avoir peur d'avoir un moment mal. Il faut juste apprendre à pas se complaire dedans. Certes, c'est un vrai apprentissage comme ça, mais il faut pas avoir peur de cette douleur parce que elle est aussi, c'est aussi de là que va ressortir, ben, le prochain truc en fait, dont on va tomber amoureux. Oui, c'est clair que quand on a le cœur brisé, on est ouverte à la vie et le cœur, en fait, il a plein de couleurs et de phases et de vagues. Et un cœur vivant, c'est un cœur qui pleure, un cœur qui rit, un cœur qui explose. Enfin, voilà, il y On a n'est pas des tellement robots. d'états. On n'est pas des robots. Exactement, ouais. Et, euh, et donc, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à entrer plus dans ta puissance, dans ton feu, justement, comme tu dis? Hem, Ça a été de m'accepter et d'accepter mon fonctionnement. Hem, alors quand j'ai rentré en contact de l'astrologie pour la première fois, ça m'a beaucoup éclairée sur pas mal de choses, de comment je fonctionnais. Je pense que c'est un super outil pour plein de gens, mais je suis ascendant Scorpion et j'ai vraiment un Pluton qui est très dominant et en lisant des choses comme ça, je me suis dit: «Waouh, en fait, je comprends c'est quoi mon mode de fonctionnement», tu vois? Donc je sais qu'en fait, je me nourris de ça. Je sais que je me nourris de moments où je vais aller retourner, tu vois, à la terre et aller, voilà, triturer les choses et essayer de, hem, comment dire? De c'est pas une question de toucher le fond, tu vois? Mais d'aller me laisser pleinement tomber, en fait, pour aller me relever mieux, tu vois? Et quand j'ai commencé à respecter mon cycle qui fonctionne comme ça et ben, j'ai commencé à me sentir de plus en plus dans ma puissance personnelle. Et même dans les moments où ça va pas, en fait, je me sens dans ma puissance personnelle parce que je sais que c'est, c'est mon souffle de vie qui fonctionne comme ça, tu vois? Et je pense que c'est vraiment vivre sans concession vis-à-vis de qui on est vraiment, qui apporte cette puissance, en fait. Et cette puissance, c'est pas une question de pouvoir. Dès qu'on rentre dans le pouvoir, on est rentré dans l'ego, en fait. La puissance, elle est douce, elle est simple, elle est juste, et elle a pas besoin de prouver quoi que ce soit, en fait. C'est juste, je suis dans un état d'alignement, en fait, par rapport à moi-même, je m'aime, je m'assume. On a des moments où c'est variable, hein, ce truc-là, hein, c'est pas il y a pas de perfection, hein, faut lâcher le perfectionnisme là-dedans, mais même quand j'ai des moments de down comme ça ou des moments où il y a des choses qui ont besoin de mourir à l'intérieur de moi et ben, je vais remonter assez facilement dans le: «OK, je me sens grande, je me sens bien et c'est cool, quoi». Donc je pense que, hem, vraiment la clé du truc, c'est vraiment de s'accepter pleinement et de s'aimer, en fait. Quand tu te rends compte que tu es dans une phase où tu as des pensées qui sont pas très aimantes vis-à-vis de toi-même, faut avoir une alarme là. OK, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je peux pas juste accepter ce qui se passe? Accepter ce qui se passe, accepter ce qui se passe, même si c'est chiant, c'est dur, ça me saoule ou ce que je ressens, même si c'est chiant, c'est dur, ça me saoule. Il y a jamais d'excuse pour s'en vouloir, être méchant avec soi-même. Non, 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 non. Des fois, je me dis: «Mais soyons pathétiques, en fait, soyons juste des meufs complètement folles». Mais si, des fois, il faut se dire ce genre de trucs pour, rentrer dans l'amour comme ça et voilà, s'assumer, s'assumer, Ouais. s'assumer. Tu l'as lu, le livre Existential Kink? Oui, bah, oui, oui, J'adore. oui. Ouais, en fait, le concept, c'est vraiment de célébrer ses émotions plus dark ou plus Mmh mh. sombres. Par exemple, le rejet, essayer de trouver le plaisir dans le fait de se faire rejeter, par Mmh. exemple, quand tu donnes un prix à tes coachings ou que tu donnes un prix à peu importe ce que tu vends. Être OK avec le fait que certaines personnes vont te dire non et en jouir de ça et être là, Mmh mh. OK, c'est OK qu'on me rejette. Est-ce que je peux kiffer ça? Est-ce que je peux être dans le plaisir? Et ça, j'adore. Mmh. Bah, après
c'est un vrai travail, tu vois, ce truc-là, dans le Oui, c'est sens clair. où l'idée, c'est pas de rester dans des cycles de rejet ad vitam aeternam, tu vois, mais Non, c'est sûr. parce que ça, c'est chaud quand même. Mais c'est d'aller voir, OK, ce rejet, qu'est-ce qui vient titiller chez moi? Où est-ce que je peux rentrer plus en relation avec moi-même? Est-ce que du coup, je manque encore de valeur, en fait, de sentiment de valeur vis-à-vis de moi? Est-ce que je me sens pas juste, en fait, dans ce que je fais? Hem, Tu vois, moi, l'année dernière, il y a pas mal de choses qui ont changé professionnellement pour moi, et il y a une période dans laquelle j'ai reçu pas mal de rejets, en fait, du jour au lendemain, où mon audience, les gens qui ont suivi, j'ai reçu beaucoup de rejets, beaucoup de désinscriptions. Enfin, il y a vraiment eu une phase qui était très violente, en fait, vis-à-vis de ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé en Hem, toi? Qu'est-ce que tu as amené heu qu'ils n'ont pas aimé? Et bah, écoute, justement, je t'avais parlé avant du mastermind dans lequel je suis rentrée, tu vois? Et je sens qu'énergétiquement, c'était pas aligné du tout pour moi, et mon audience l'a vraiment senti. Il y a eu une forme de désamour qui s'est créée comme ça. J'ai même une des clientes à moi qui m'ont dit: «Je sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment, mais ta vibe, elle est chelou, c'est assez repoussant, quoi». Et donc c'était dur, c'était violent, en fait, surtout que moi, je travaille dans énormément d'amour, en fait, que ce soit vis-à-vis des gens qui me suivent, dans les programmes que je crée, dans tous les trucs que je crée. Enfin, voilà, moi, j'ai envie d'arroser tout le monde de love et de recevoir beaucoup de love, et donc voilà, je suis là-dedans, et c'est vrai que d'un coup, comme ça, que ça tombe, c'était d'une violence, le truc, et donc je me suis dit: «OK, je me prends du rejet, je comment continuer à titiller là-dedans, je reprends du rejet, je reprends du rejet». Et plutôt que de rester cloîtrée dans mon coin, en fait, à pleurer, au bout d'un moment, je me suis dit: «Qu'est-ce que ça vient titiller chez moi? Est-ce qu'il y a des zones dans lesquelles moi-même j'étais en train de me rejeter?» Et ce truc-là, ça a fait remonter, tu vois, ce truc que j'étais pas en alignement là dans ce que j'étais en train de faire, dans le mastermind, dans même une vision même de, mon business, parce que, voilà, on est sur l'ère des coachs influenceurs et tout ça, et je sentais qu'en fait, j'étais allée un peu dans une direction toute tracée. Hem, Parce que je suivais un peu le mouvement, et puis, ça faisait résonance avec moi-même. Mais cette période de rejet, elle est venue me montrer: «En fait, Christelle, tu penses pas exactement pareil que ça», et là, ça va être le moment, de own it, et de commencer à dire fuck à tous tes modèles, et à dire: «OK, moi, je vais créer quelque chose de différent, et c'est ça que je veux faire», tu vois? Donc c'est comment j'ai utilisé, un événement pas cool, donc le rejet, pour me rendre compte, en fait, de: est-ce que je suis vraiment en intégrité avec moi-même là? Ou est-ce que je suis vraiment OK, en fait, au fond, avec ce que je suis en train de montrer à l'extérieur? Est-ce que vraiment, vraiment? Et après d'utiliser ce truc-là et de le changer, tu vois? Ouais, et c'est J'avais ça qui est créé. dur quand on est multi, potentiel, qu'on a plein de passions, on a envie d'explorer certaines choses, certains concepts, et on a envie de les vivre à fond et de voir ce que ça Mmh. donne, et parfois, ouais, ça peut, créer des tensions chez certaines personnes, ou du rejet justement. Mais, Mmh. mais ouais, c'est vrai que moi je me reconnais aussi dedans à vouloir essayer un concept à fond, et après me rendre compte: «Ah ben, en fait, c'est pas tellement moi», et s'adapter après et à trouver son vrai soi, dans ça, ouais. C'est ça, c'est ça, et en fait, la clé là-dedans, c'est vraiment la lenteur pour moi. Enfin, c'est con, hein, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout va tout vite, en fait. Tout va très vite, tout le monde doit faire pareil, enfin là même, l'ère du coaching féminin inconscient, blablabla, embodiment, tantra. Là, d'un coup, Ça a c'est explosé quoi, genre. exponentiel, le truc. Et oui, mais c'est aussi bien parti en cacahuète en même temps. Enfin, je veux dire, moi, je vois plein de dérives qui sont déjà clairement super là, et où ça, voilà, il y a besoin aussi, de changement, tu vois? Et ce truc de me dire, et c'est aussi une manière de s'assumer soi-même. Je suis quelqu'un de visionnaire. Je suis différent, je suis visionnaire, c'est mon dharma, c'est mon chemin de vie. Donc mon taf à moi, c'est d'observer ce qui se passe, de ressentir ce que j'ai à ressentir, et d'oser créer un message qui soit différent, peut-être. Et c'est dur d'être une personne visionnaire, parce que oui, tu te fais rejeter, parce que oui, les gens ne te comprennent pas, parce que oui, peut-être dans 5 ans, ça va être la gloire, alors que ça fait 5 ans que personne ne t'écoutait, tu vois? Et voilà, mais voilà, c'est aussi c'est ton dharma, tu vois? Quand tu le sens que tu es cette personne qui est là pour faire bouger les lignes, c'est de: «OK, en fait, et ben, la vérité, en tout cas ma vérité, elle va se trouver dans ce que je ressens dans mon cœur». Donc plutôt que de suivre parce que je me fais pas confiance, clairement, c'est parce que je me fais pas confiance que je suis bêtement ce qui se passe autour de moi.
qu'est-ce que moi, je ressens que j'ai envie de faire, comment est-ce que moi, j'ai envie de créer quelque chose de différent et de honnête. Encore une fois, de l'assumer ce truc-là en disant, à un moment donné, ce sera ton heure, ça va le faire. et, euh, et c'est radical hein, comme chemin, tu vois, mais je crois que euh, quand tu as un modèle, quand tu as quelque chose de différent à porter sur cette terre, eh ben, ça fait partie des parcours, tu vois. Enfin, il y a une époque où j'ai commencé à lire pas mal d'autobiographies ou à regarder des biopics et tout ça, et je me suis rendu compte de plein de gens qui ont révolutionné ce monde, en fait, qui disaient des trucs quand ils avaient la vingtaine et à 40 ans, d'un coup, boum, enfin, le monde était prêt pour ça, tu vois. Ou qui ont persévéré dans une vision des choses qui était différente, qui se sont pris des rejets, qui se sont pris des difficultés. Et je trouve c'est beau en fait. Je trouve ça hyper beau de faire ce chemin d'amour de soi tellement radical que tu oses être le porte-parole en fait que tu es réellement, tu vois, plutôt que de Mmh. rester noyé dans la masse. Ouais, je suis tellement d'accord. Mm. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour clôture, ce podcast? Mm. Ben Clôture. oui, en fait, par rapport à la multipotentialité, c'est pas une tare, en fait. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. C'est pas un truc qui fonctionne mal chez soi parce que nombre des clientes que j'ai eues en coaching pendant 10 ans m'ont toujours dit, bah ouais, mais en fait, je manque de structure, je pars dans tous les sens. Euh, enfin voilà, j'ai du ADHD ou des trucs comme ça. Je suis juste une sorte de bordel de chaos comme ça, là, qui essaye désespérément de vivre, quoi. Et être multipotentiel, à certains moments, à l'intérieur de soi, ça peut être un peu comme ça, mais euh, on peut vivre et on peut créer une vie, on peut vraiment créer quelque chose euh, d'héritage, en fait. Un vrai héritage. On peut vraiment construire quelque chose en étant multipotentiel. C'est juste une manière différente de s'aborder soi-même et d'accepter qu'on va avoir des cycles, qu'on va changer, que il y a des moments où on va nous suivre, il y a des moments où on va moins nous suivre, et que les gens peut-être autour de nous vont pas comprendre. Et c'est OK en fait. Mais c'est juste une manière de relationner avec la vie qui est vraiment différente et qui n'est pas une tare. Voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai à donner, c'est ce truc-là. Mmh, et c'est vrai qu'en fait, à la fin, tout ce qu'on a fait se réunit. Mais oui, parce que tu peux pas c'est pas logique de se dire: «Oui, pendant 10 ans, 15 ans, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça» et de penser qu'à 40, 50 ans, ça va toujours être un bordel qui ressemble à rien. Enfin, je veux dire, tu as amassé tellement de connaissances. Il y a juste un moment donné où il y a moyen que ça fasse un clic et Et tout se tout s'aligne tout ensemble, s'aligne. en fait. Toutes tes Mmh, expériences et ça va dans ton produit ou dans ce que tu as envie d'offrir ou dans ouais. ça. Et peut-être 10 ans après, tu vas avoir besoin de table rase, on recommence, partout. Et c'est OK, en fait. Tu es genre une sorte de magicien fou, tu vois? Avec la vie, mais genre, c'est cool, en fait. Ouais, j'adore et je me reconnais tellement dans ça et c'est clair que moi, j'ai des vagues, tu vois? Il y a des fois où je peux travailler à fond, pendant 3 jours, je suis à fond dans mon truc et après je peux ne rien foutre pendant 2 semaines, j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que je fonctionne et ouais, quand j'ai commencé à faire la paix avec ça, ça m'a vraiment aidée et arrêter de Mmh. me juger parce que ouais, je me fous de la pression de fou, par rapport à ça. Ouais. Mmh. Mais si Burn-out tu veux, en limite, fait, alors que je ne fous pas spécialement c'est ça. grand-chose, mais parfois je me stresse tellement à me dire que je devrais être 9 to 5, de 9 heures à 5 heures, que je devrais travailler d'une certaine manière. Puis quand tu as ces entrepreneurs qui sont très classiques dans leur branchement en fait, cognitif et qui justement font le 9 to 5, qui sont à balle, nanana, et ouais, il faut apprendre à dire fuck en fait à ça et assumer sa différence. Euh, et surtout encore une fois, je reviens à l'intimité, rentrer en relation avec son énergie de vie à soi en fait. Et apprendre à l'accompagner, tu vois. Apprendre à l'accompagner correctement, apprendre à la connaître, à apprendre à connaître là où elle a sa force, là où elle a ses faiblesses, tu vois. Ouais, moi aussi, des fois, pendant une semaine, je fous rien, j'ai juste besoin d'être dans la nature, de voir des gens. Mais voilà, mais à d'autres moments aussi, ça me fait chier et j'ai besoin d'un coup de rentrer dans l'action, tu vois. Mais à partir du moment où j'ai décidé
d'être flexible avec moi-même et d'arrêter d'avoir des attentes irréalistes qui ne me correspondent pas envers qui je suis, bah, franchement, ça a vachement changé, tu vois? Ça a vraiment vachement changé et ça a rendu les choses beaucoup plus faciles, en fait. Maintenant, j'arrive à produire et à être dans l'action beaucoup plus facilement qu'avant parce que je arrête de me faire chier, en fait. T'arrêtes de te juger et t'arrêtes de te bloquer Mais toute oui, seule, en fait. c'est Tu ça, c'est ça. t'acceptes et tu te dis: «OK, ça va venir, j'ai confiance en Ouais. moi». Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, je me reconnais C'est beaucoup. c'est juste ça et c'est, ouais, c'est vraiment ce truc de se célébrer, de s'aimer, de s'accepter, inconditionnellement et de mettre des cadres et des limites au jugement extérieur aussi et voilà, ça s'apprend et ça c'est comme un muscle comme ça, on va à la salle de sport tous les jours, pour se muscler, là-dessus aussi, quoi. Avec l'amour de soi, exactement. Mmh mh. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup pour ta présence et pour tous tes messages et pour tout ce que tu partages et pour ton authenticité, ta vulnérabilité, ta vibration. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup et puis, bah, pour les personnes qui sont intéressées, bah, je vous renvoie à mon livre, donc «Guide de survie pour âme en quête de sens», qui est dispo, sur, Amazon. Voilà, où en fait, je raconte vraiment tout mon parcours de vie et toutes les choses que j'ai comprises, en fait, à chacune, des étapes, en fait, qui me sont arrivées. Puis, voilà, comme je disais, en fait, dans le podcast, j'aime beaucoup jouer avec la vie, donc j'ai provoqué beaucoup de situations loufoques. Donc c'est un livre qui est mi-spirituel, mi-très drôle, mi-plein aussi de choses assez pragmatiques, pour les personnes multipotentielles, les jeunes aussi qui se cherchent, comme les personnes qui sont dans un moment de crise aussi, donc voilà, j'espère aussi que ça pourra être une ressource utile pour les personnes que ça touche. J'en suis sûre que ce sera une belle ressource pour les personnes qui se cherchent, qui sont en crise existentielle parce qu'il y en a tellement. Oh oui. Faut arrêter d'en avoir honte. On a tous des crises existentielles. Moi, j'en ai eu plein dans ma vie et c'est comme ça qu'on se trouve, en fait. C'est en ayant Mmh. justement ces questions et c'est comme ça qu'on trouve la clarté après, en suivant notre Mmh. curiosité comme tu as fait et comme tu l'exprimes dans ton livre. Ouais, 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 carrément. OK, ouais, merci. Merci à toi beaucoup.